Gérard Deldic. Bonjour, le 29 juin 2014 à Mossoul, le djihadiste Abou Bakr el-Baghdadi, le chef de l'organisation de l'État islamique, prétendument descendant du prophète, proclamait le califat, un geste politique et symbolique, preuve s'il en était que décidément, comme le note notre invité aujourd'hui, la mémoire collective musulmane ne s'est jamais remise complètement de l'échec du projet impérial des califes. Le califat, une vieille idée aussi vieille que l'islam, elle a façonné la civilisation musulmane. Ce califat, son histoire, sa construction religieuse et intellectuelle aussi, vont être au cœur de ce numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous allons en parler grâce à Nabil Mouline qui vient d'écrire un livre très précieux que je vous conseille, qui s'intitule « Le califat, histoire politique de l'islam ». Un livre publié en poche, en plus, donc accessible chez Flammarion. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster ce magazine sur le site de la radio rfi.fr. Bonjour Nabil Mouline. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce micro pour nous parler de ce califat, ce fameux califat. Vous êtes historien, chercheur au CNRS, auteur déjà du califat imaginaire d'Ahmad al-Mansour, pouvoir et diplomatie au Maroc au XVIe siècle, et d'un autre livre qui s'intitule Les clercs de l'islam, autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite, au PUF, toujours à Paris. Donc vous êtes le spécialiste de la question. Et donc l'auteur de ce livre que j'ai beaucoup aimé, qui est inédit en plus, et publié directement en livre de poche. Je crois que c'était une démarche volontaire de votre part. Hein ? Tout à fait, c'était pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et le plus facilement possible. Alors c'est le cas, le califat, histoire politique de l'islam, dans la collection Champs, livre de poche, donc Flammarion. Votre livre, écrivez-vous, Nabil Mouline, veut reconstituer, je vous cite, la trajectoire de cet objet séculaire, le califat donc, dans la pensée et l'usage en adoptant une approche compréhensive, sédimentaire et cumulative. En fait, vous l'expliquez très bien, ce califat est aussi en grande partie, vous l'écrivez aussi, une construction sociale. Tout à fait. Contrairement à l'idée reçue, le califat n'est pas une institution venue d'ailleurs, c'est une construction sociale, c'est-à-dire qu'elle a été un objet façonné par les musulmans, qu'ils soient des hommes politiques ou des penseurs, oulémas, lettrés, etc., tout au long de l'histoire arabo-musulmane. Dans ce sens, il n'y a pas un seul califat, mais il y a des califats qui se sont adaptés au temps et à l'espace dans lequel ils ont émergé. Et il y a par contre un dénominateur commun, c'est le rêve d'une monarchie universelle. C'est le sens primitif du califat, c'est-à-dire un seul Dieu, une seule communauté, une seule loi et un seul chef. C'est-à-dire l'Oumma, la communauté des musulmans, la charia en ce qui concerne la loi en fait, et ensuite le calife. Tout à fait. Qui compte. Alors vous dites très bien que cette idée a toujours été un sujet de division et de rassemblement à la fois, et vous citez d'emblée dans votre livre un théologien du musulman du Xe siècle qui dit « La plus grande source de discorde au sein de l'Oumma et le califat. Jamais principe religieux n'a fait couler tant de sang en islam. » C'est-à-dire à la fois le rassemblement et la division. Tout à fait. Le califat est un objet contradictoire. Tout d'abord, c'est la mère des institutions politico-religieuses de cette religion. Elle a été au centre de tout le processus de construction religieuse, politique et civilisationnelle durant les 3 premiers siècles de l'Hégire. D'un autre côté, le califat a été, dès le début de l'islam, une source de discorde. Après la mort de Mohammed, une question toute simple s'est posée au sein de sa communauté, qui allait lui succéder? Et à partir de 656, une guerre civile ouverte, ce qu'on appelle la fitna, la grande discorde, va diviser profondément la communauté et va donner naissance, après un développement plus ou moins complexe durant des siècles, aux principaux courants de l'islam, le sunnisme, le chiisme
et le kharijisme. Alors, il faut rappeler, Nabil, quelques données historiques très importantes. Vous venez de parler du prophète Muhammad, Mahomet. Vous rappelez dans le livre la genèse, en fait, de ses idées. Donc, il faut rappeler qu'il est né entre 570 et 580, c'est ça ? Tout à fait. En fait, l'idée de califat n'est pas nouvelle. Ce n'est pas du tout une invention musulmane. Le califat est une institution monarchique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la monarchie sacrée. Ce mode de gouvernement proto- et pré-étatique a existé depuis le début de l'histoire, que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Perse, en Israël, en Arabie du Sud, etc. Et ce mode de gouvernant repose sur une idée simple. Le détenteur du pouvoir, c'est-à-dire le monarque, quelle que soit sa titulature, dispose de relations privilégiées avec le ciel, que ce soit un dieu unique ou un panthéon de divinités, ce qui lui permet d'avoir des pouvoirs absolus, c'est-à-dire on vit sous un système théocratique, une cité, un royaume, un empire gouverné selon les principes divins. Et justement, à l'époque de Muhammad, une sorte de parenthèse créatrice s'ouvre. On ne dispose pas, tout d'abord, j'aimerais parler de sources, on ne dispose pas d'énormément de sources sur le début de l'islam. Le texte coranique est notre source privilégiée et nous permet de savoir quelle était la conception du pouvoir politico-religieux des premiers musulmans. Selon le texte coranique, Dieu est le monarque absolu. Il est représenté en tant que roi de l'univers, détenteur du pouvoir et de l'autorité absolue. Il est entouré d'anges qui exécutent ses ordres. Il est représenté en fait comme un monarque à l'image des monarques de l'Antiquité. Mais ce Dieu n'intervient que très rarement dans le monde humain directement. Il le fait par des intermédiaires. Il y a deux sortes d'intermédiaires. Il y a des intermédiaires exceptionnels et des intermédiaires qu'on pourrait qualifier de réguliers. Les intermédiaires exceptionnels sont les prophètes, c'est-à-dire des personnages doués de charisme et de pouvoirs exceptionnels qui prétendent agir au nom de Dieu pour rétablir le véritable monothéisme dans le cas des religions bibliques dont l'islam s'inscrit dans la continuité. Et c'est justement Muhammad s'inscrit dans cette lignée. Il se considère comme un prophète, voire le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier, et par conséquent, il dispose de pouvoirs exceptionnels qui lui ont permis de fonder la cité musulmane. Alors, est-ce que ça veut dire, Nabil Mouline, que dès le départ, dès la création, dès la naissance, en fait, de cette religion avec le prophète, il y a cette idée de califat? Est-ce que c'est quelque chose qui est né avec le prophète, parmi la révélation de l'archange Gabriel, par exemple, ou est-ce que c'est immédiatement après que l'on a commencé à bâtir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce lien profond entre le pouvoir divin et le pouvoir temporel? En fait, le prophète lui-même, notamment vers la fin de sa carrière, se considérait comme un personnage exceptionnel. Le Coran dit lui-même qu'il est un modèle, qu'il est un guide inspiré, mais qui n'est le père de personne, d'aucun d'entre vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas de successeur. Ah, ça, c'est extrêmement important à préciser. Hein. Oui. Qu'il n'a pas de successeur désigné. D'ailleurs, la tradition musulmane prétend que Muhammad n'a pas de descendant mâle. Mais le texte coranique laisse entrevoir que Muhammad concevait une autre conception du pouvoir pour gérer sa communauté après sa disparition. Selon le texte coranique, le régime monarchique, le mulk, est le régime régulier qui régit le monde quand il n'y a pas de prophète pour rétablir le véritable monothéisme. Des monarques sacrés, c'est-à-dire des monarques qui régissent le monde selon les préceptes de Dieu, peuvent être légitimes.
Et justement, les exemples de monarques ne manquent pas dans le texte coranique. Il y a bien sûr les exemples ou les modèles par excellence, David et Salomon. D'ailleurs, le roi David est appelé dans le texte coranique expressément Khalifa, d'où le terme calife. Et là, les premiers musulmans se sont inspirés directement des pratiques de l'Antiquité et notamment des pratiques bibliques. Idée. Alors, et vous nous précisez aussi dans ce livre, vous nous rappelez, vous nous l'apprenez, Nabil Mouline, que entre 632, donc à la mort du prophète, entre 632 et 661, 4 disciples de Muhammad vont se succéder à la tête de la communauté des croyants et ils vont chacun imprimer leur marque sur l'islam et sur cette notion de califat. Tout à fait, cette période courte est très importante dans l'histoire arabo-musulmane parce que c'est une période fondatrice à plus d'un titre. C'est la période qui va voir la fondation de l'empire musulman avec la mise en place d'un certain nombre de structures de pouvoir, de structures religieuses, de structures culturelles, mais également cette période va être traversée par des luttes acharnées pour le pouvoir entre les disciples de Muhammad, ce qui va aboutir à la division définitive de la Oumma en plusieurs factions politico-religieuses rivales. Notamment les sunnites et les chiites. Notamment les sunnites, les chiites et les kharijites. Mais ce processus-là, c'est un véritable anachronisme que de parler de ces trois courants à l'époque de l'islam primitif, notamment c'est les trois. C'est une constitution sociale qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Alors vous écrivez, le califat au singulier est donc ainsi le représentant et le délégué d'Allah, le véritable roi souverain de l'univers, et non le successeur ou les remplaçants d'un prédécesseur. Tout à fait. Les premiers successeurs de Muhammad se concevaient comme des représentants de Dieu sur terre. Ouais. Et justement, la titulature des califes, et je reviendrai sur le terme calife, le prouve de manière assez claire. Le terme calife, qui est une traduction de l'arabe khalifa, veut dire délégué, représentant de Dieu sur terre. Et il veut dire que le souverain a des contacts directs avec Dieu, qu'il a été désigné directement par un acte unilatéral divin pour régir les affaires de la communauté religieuse et politique. Le deuxième titre important, c'est le titre d'imam, c'est-à-dire guide inspiré. C'est un titre également coranique, inspiré d'une titulature du prophète Abraham, qui est considéré comme le père de tous les prophètes et de tous les rois, veut dire que le souverain musulman dispose de pouvoirs religieux qui font de lui un chef qui reçoit une inspiration directe de Dieu pour légiférer dans le domaine religieux. D'ailleurs, les premiers califes de l'islam avaient des pouvoirs aussi étendus que celui du prophète dans le domaine religieux. C'est les premiers califes qui vont réguler des croyances et des rituels comme la prière, le pèlerinage, etc. Mais également, c'est les premiers califes qui vont mettre par écrit, rassembler et codifier le texte coranique. Le troisième titre, qui est le plus important et qui était le titre officiel des successeurs de Muhammad, est le titre de commandeur des croyants. Amir al-Mu'minin, titre qui est toujours utilisé par plusieurs souverains musulmans, dont le roi du Maroc. Ce titre est un titre messianique. Le terme par lequel le Coran désignait les premiers musulmans est celui de mu'minoun, c'est-à-dire croyants, les élus de Dieu chargés de rétablir le monothéisme et par conséquent ils reçoivent la terre en héritage. Ce qui fait de leur amir, de leur commandant, un chef messianique destiné à soumettre l'ensemble de l'univers.
Alors, il faut préciser que sur le plan, j'allais dire, géopolitique, Nabil Mouline, cette époque est aussi l'époque de l'extension de l'islam. Tout à fait. Dès son installation à Médine, Mohammed commence une série de conquêtes. Mohammed qui est qui né à la Mecque. Il est né à la Mecque. C'est ensuite qu'il est allé à Médine. Il fait une sorte d'exode à l'image de Moïse pour s'installer dans la terre promise qu'est Médine. Et c'est à partir de cette plateforme qu'il commence à constituer ce qui va devenir l'Empire musulman. Vers 632, date de sa mort, il a réussi à conquérir une grande partie de l'Arabie. Et justement, pour suivre la promesse coranique qui fait des musulmans les héritiers, des premiers musulmans les héritiers de la terre, les successeurs immédiats de Mohammed continuent sur son élan. Les 4 premiers successeurs lancent ce qu'on appelle les grandes conquêtes, les fameuses futuhat, qui vont aboutir vers les années 650 à l'annexion presque des deux plus grands empires de la région. D'une part, la soumission définitive de l'empire sassanide qui contrôlait l'Irak actuel, l'Iran, la Transoxiane et une partie de l'Afghanistan, et d'autre part, l'empire romain d'Orient, l'empire byzantin des historiens modernes, en s'emparant de ces territoires les plus riches et les plus fertiles, notamment la Grande Syrie, l'Égypte et la Cyrénaïque. Alors, puisque nous sommes au 7e siècle encore, Nabil Mouline, il faut préciser pourquoi vous dites que l'année 655 précisément est importante. L'année 655-656 est très importante parce qu'elle est le point de départ de la première guerre civile entre les musulmans. Comme je vous l'ai dit, après la mort de Mohammed, la question de la succession est loin d'être précisée. On va tester plusieurs modes de succession différents. Mais il faut préciser que la succession se passait à l'intérieur d'un seul lignage, le lignage de Quraysh, c'est-à-dire le lignage du prophète, qui était considéré comme le lignage descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, auquel Dieu, dans le livre de la Genèse, puis dans le texte coranique, a promis la domination sur terre. Mais à l'intérieur de ce lignage, celui de Quraysh, il n'y a pas de primogéniture. C'est la personne la plus qualifiée qui réussit à fédérer le plus de chefs autour d'elle, qui s'empare de facto du pouvoir et se fait prêter serment d'allégeance par les gens. Et cette période est tellement violente que sur les 4 premiers successeurs de Mohammed, il ne faut jamais oublier que 3 ont été assassinés. Et justement, à l'occasion de l'assassinat du 3e calife Othman en 656, la première guerre civile divise profondément les musulmans. Plusieurs prétendants se déclarent, se déchirent dans une guerre qui va durer 5 ans et qui va aboutir à la victoire de Muawiyah, qui est par ailleurs cousin également et beau-frère du prophète, gouverneur de Syrie, et qui va être le fondateur de la première dynastie impériale musulmane, la dynastie des Umayyads, dont la capitale est Damas. Alors évidemment, on va en parler, mais il faut préciser que là, on est en plein dans la religion et la politique aussi. La lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir est inséparable de la lutte pour le salut. Réussir ici-bas et dans l'au-delà sont un package qu'on doit prendre en sa totalité. Comme le disait l'historien Paul Veyne, les intérêts les plus mondains et les intérêts religieux ont toujours fait bon ménage. Alors on va parler dans la deuxième partie évidemment des Omeyyades et des Abbassides, c'est la grande époque musulmane du califat, et ensuite on parlera de l'évolution du califat jusqu'à aujourd'hui et cette revendication étrange de l'organisation de l'État islamique de califat. Mais on va marquer une pause, Nabil Mouline, pour écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve, si vous êtes d'accord, dans 3 minutes. Je vous en prie. À tout de suite. RFI, la sélection.
D. Suite. Né en Arabie au 7e siècle, le califat s'impose très rapidement comme l'institution politico-religieuse centrale de l'islam. En moins d'un siècle d'existence, cette institution a façonné de manière volontaire et involontaire ce qui allait devenir la civilisation musulmane et modifier profondément les équilibres du monde connu. C'est ce qu'écrit notre invité Nabil Mouline dans son livre passionnant qui s'intitule « Le califat, histoire politique de l'islam », un ouvrage édité en poche dans la collection Champs chez Flammarion. Il nous faut maintenant parler de ce que l'on appelle l'âge impérial dans cette évolution de l'islam, l'âge des Omeyyades, des Abbassides, en gros du 7e siècle au 13e siècle, qui est un âge, on peut dire, d'or pour l'islam. En fait, la notion d'âge d'or est une construction a posteriori. Les oulémas, entre le 9e et le 13e siècle, avaient besoin de repères à la fois politiques, religieux et culturels. Et ils ont commencé à faire du califat une sorte de paradigme. Mais c'est un paradigme qui s'est construit sur deux niveaux. Il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler l'âge archétypal. Ils vont faire des 4 premiers califes, en quelque sorte, si j'ose dire, des califes philosophes. On va les appeler les califes bien dirigés, les califes orthodoxes, et on va construire cette époque comme une sorte d'état de nature. Les 4 successeurs, on va en faire des souverains idéaux, c'est-à-dire des souverains justes, des souverains paradigmatiques. Cette construction n'a rien à voir avec la réalité, mais on va ériger cette période en une période idéale à imiter. La seconde période est la période des Omeyyades, de 661 à 750, et les premiers Abbassides, de 750 à 861. C'est ce qu'on pourrait appeler l'âge impérial. Ce que les oulémas vont appeler par la suite âge d'or de l'islam. C'est une période très importante également parce que c'est sous les Omeyyades et les premiers Abbassides que la civilisation musulmane telle qu'on la connaît va se constituer. En effet, les califes de ces deux dynasties, qui se considéraient également comme des chefs théocrates, des vicaires de Dieu sur terre, vont s'atteler à construire les différentes facettes de ce qui va devenir l'empire, la religion et la civilisation musulmane. Donc une construction identitaire pour le coup. Identitaire également. On a un exemple très fascinant, c'est le calife Abdelmalik ibn Marwan, le bâtisseur du rocher à Jérusalem, qui va décider, après une période de guerre civile, de doter l'islam d'une véritable identité. Et justement, il va réécrire l'histoire des débuts de l'islam, il va repréciser le texte coranique en incitant ses oulémas à mettre les points diacritiques et la vocalisation, par exemple. Il va inciter les gens pieux à collecter ce qu'on va appeler par la suite le hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique. Il va mener une politique religieuse très active, notamment d'islamisation du paysage à travers la construction d'un certain nombre de monuments, dont le plus important est le dôme du rocher à Jérusalem. Il va préciser un certain nombre de dogmes et de pratiques de l'islam. Il va arabiser, c'est ça ce qui est très important durant son règne, il va arabiser l'administration qui se faisait toujours en Pahlavi dans la zone sassanide et en grec dans la zone byzantine. Il va arabiser la monnaie, il va arabiser les noms de ces sujets musulmans et il va les inciter à s'appeler non plus mu'minoun, croyants, ou muhajiroun, les immigrés, mais muslimoun, musulmans. Alors il faut aussi ajouter, Nabil Mouline, que toujours à cette époque des Abbassides, notamment dans cette première période que vous venez de décrire, l'empire est au plus fort en fait. Tout à fait. C'est plutôt les Omeyyades qui vont s'inscrire dans la continuité des opérations militaires entamées par Mohammed et continuées par les 4 premiers califes. Ils vont doubler en quelque sorte la taille de l'empire. Ils vont conquérir le Maghreb, l'Andalousie, l'Asie centrale, le Pakistan actuel et sous le calife
Abdelmalik ibn Marwan, un calife omeyyade, l'empire musulman va être l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Il va s'étendre du sud de la Gaule, c'est-à-dire de la France actuelle, jusqu'aux confins de l'Inde et du Caucase jusqu'au Grand Sahara. Alors c'est en cela qu'on peut parler pour les musulmans d'âge d'or, parce que on est vraiment à l'apogée de la puissance de l'islam. Alors sous les Omeyyades, on va être à l'apogée de la puissance politique et militaire, et c'est sous les Abbassides que les arts et les lettres musulmans vont se développer et s'épanouir pour donner naissance à la culture arabo-musulmane telle qu'on la connaît. Alors, sauf que, Nabil Mouline, c'est à partir de cette époque, la deuxième partie du règne des Abbassides, que l'empire va commencer à se désagréger. Tout à fait. Les califes ne pourront pas tenir cet empire pour plusieurs raisons subjectives et objectives. Tout d'abord, il y a l'étendue de l'empire. Les califes n'ont pas les moyens logistiques et communicationnels pour contrôler toute cette étendue. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème des empires. Souligné par Ibn Khaldoun, par exemple, le philosophe, l'historien, les confins des empires, par exemple, difficiles à tenir. Et d'ailleurs, c'est les périphéries de l'empire, que ce soit à l'est et à l'ouest, qui commencent à prendre en premier leur distance avec l'empire abbasside. Mais il y a 3 autres variables très importantes qui vont mener à la désagrégation de l'empire abbasside. Tout d'abord, il y a la guerre de succession incessante. Les Abbassides et les Omeyyades, qui appartiennent également au lignage de Quraysh, s'emparent du pouvoir par la force et transforment le pouvoir en un pouvoir dynastique, c'est-à-dire que la succession se passe à l'intérieur, non de Quraysh en général, mais à l'intérieur d'un lignage en particulier. Mais cela mène à un double problème. Tout d'abord, la non-précision de la règle de succession mène souvent à des guerres au sein du lignage dominant. D'autre part, les lignages écartés du pouvoir, notamment les descendants du 4e calife Ali et les Kharijites, continuaient à contester le pouvoir des Omeyyades et des Abbassides. Cela aboutit souvent à des guerres fratricides qui vont énormément affaiblir les califes omeyyades et les abbassides. Deuxième variable, les califes n'arrivent pas à mettre en place une armée forte, supratribale, qui leur est fidèle totalement. Deuxième étape, ils essayent de recruter une armée d'esclaves, les fameux Mamelouks, qui vont devenir des acteurs clés de l'histoire arabo-musulmane. Et les califes vont finir même par devenir l'otage de ces Mamelouks qui se transforment en une sorte de force tribale. Dernière variable très importante, c'est que le pouvoir théocratique, c'est-à-dire l'autorité religieuse des califes, va être petit à petit remise en cause par de nouveaux acteurs clés qui vont émerger entre le 7e et 8e siècle. Qui sont les oulémas. Les oulémas. C'est ça. Jusqu'au début du 8e siècle, les califes avaient quasiment le monopole de l'interprétation des textes sacrés et, grosso modo, du pouvoir législatif. Mais vu que la tâche est ardue, et que le calife a d'autres chats à fouetter, il va commencer d'une part à sous-traiter un certain nombre de questions théologiques et juridiques à des gens de plus en plus spécialisés. C'est les ancêtres des oulémas. Par ailleurs, les califes vont vouloir créer une identité musulmane et créer un discours apologétique sur l'islam pour faire face aux critiques des autres religions, qu'elles soient monothéistes ou pas, bien installées dans les régions nouvellement conquises. D'autre part, les mouvements d'opposition vont également essayer de créer un contre-discours pour délégitimer le pouvoir en place et légitimer leur propre démarche. Et l'interaction entre ces différentes dynamiques va aboutir à la naissance des oulémas comme interprètes autorisés et protecteurs du texte sacré à travers la mise en place de ce qu'on va appeler la tradition prophétique, le fameux hadith. Non. Et suite à un combat acharné, symbolique mais parfois réel entre les oulémas et les califes, cela aboutit à une sorte de désacralisation du calife et de son dépouillement de son autorité religieuse en faveur de cette nouvelle catégorie. Le calife reste
le dépositaire de la souveraineté divine sur terre. Mais sous les contrôles, en quelque sorte, des Il ne oulémas. fait en quelque sorte que déléguer ses prérogatives à des personnes spécialisées, que ce soit dans le domaine politique, c'est-à-dire aux émirs locaux, aux gouverneurs, aux monarques qui deviennent de plus en plus autonomes, et d'autre part aux oulémas qui deviennent les interprètes autorisés des textes sacrés. Alors sur le plan politique, les invasions mongoles vont durement attaquer l'empire musulman et il faut brûler un petit peu les étapes, évidemment, Nabil Mouline. Ce qu'il faut préciser, c'est que le califat a disparu assez récemment dans l'histoire, en 1924, avec la chute de l'Empire ottoman. Tout à fait. L'Empire ottoman a hérité du califat de manière quasi accidentelle. En fait, quand les Ottomans vont conquérir la plus grande partie de l'Orient arabe, au début du XVIe siècle, ils vont s'emparer du dernier calife abbasside, qui était installé au Caire depuis le XIIIe siècle, mais ils ne vont avoir aucune prétention califale. Parce que le costume califal n'était pas assez large pour leurs prétentions. Des souverains comme Soliman le Magnifique se considéraient à la fois héritiers de la tradition turco-mongole, de la tradition romano-byzantine et de la tradition musulmane. Ils se considéraient vraiment comme des souverains universels. Ils portaient à la fois le titre de Khan, qui est l'un des titres importants pour les souverains turco-mongols, le titre de César, héritier des Romains, et imam, calife, mahdi, etc. Tout ce qui concerne le pouvoir, la stature en islam. Et ils n'ont jamais prétendu au califat tel qu'il a été conçu par les auteurs classiques et la pratique historique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et plus précisément en 1774 après une défaite contre les Russes et la perte de la Crimée. En guise de lot de compensation, c'est les diplomates de Catherine II de Russie qui inscrivent dans le traité de paix que les souverains ottomans étaient imams, guides des musulmans et califes des monothéistes. Et les Ottomans s'emparent immédiatement du titre pour en faire un des supports de légitimation pour faire face aux appétits des puissances occidentales et orientales. Et petit à petit, les musulmans reconnaissent plus ou moins symboliquement les Ottomans comme des sortes de souverains honoris causa qui unissent la communauté musulmane symbolique. C'est pour ça que vous parlez du mirage ottoman. Tout à fait. Le califat ottoman n'est qu'un artifice symbolique créé de toutes pièces par le sultan Abdelhamid II, notamment à travers sa politique de pan-islamisme, pour légitimer son pouvoir à l'intérieur d'un empire qui devenait de plus en plus musulman après son amputation de ses territoires à majorité chrétienne, et pour faire face au projet expansionniste européen. C'était une sorte de nationalisme avant la lettre. Ouais. On essayait de fédérer les musulmans autour d'une idée. Et justement, l'un des conseillers de Abdelhamid II, qui s'appelle Arminius Vamperi, qui est un orientaliste hongrois, va forger le terme pan-islamisme à l'image du pan-germanisme, du pan-hellénisme et du pan-slavisme. Alors, vous écrivez, Nabil Mouline, la suppression du sultanat en 1922 et l'abolition du califat, donc en 1924, ont occasionné des débats passionnés et des polémiques intenses sur l'organisation du pouvoir, la relation entre le politique et le religieux et la gestion des appartenances identitaires. Ça continue aujourd'hui ? Ça continue quasiment de la même manière. Il y a toujours un débat dans le monde musulman sur la question de l'organisation politique et la structuration religieuse. Est-ce que on doit continuer à les unir ou est-ce qu'il faut les séparer ? Oui, parce que vous écrivez aussi, contrairement à une idée reçue, la consécration politique et juridique des États-nations ne tourne pas définitivement la page du califat. En fait, l'idée de califat va survivre à l'Empire ottoman. Elle va être en quelque sorte nationalisée par les nouvelles entités qui vont naître après le processus de décolonisation. Quel que soit le background du régime, les souverains musulmans, qu'ils soient rois, présidents, sultans ou autres,
vont utiliser plus ou moins le référent califal pour légitimer ce pouvoir. Des chefs d'État comme Bourguiba en Tunisie, Nasser en Égypte, Erdogan en Turquie, Saddam Hussein en Irak, Kadhafi en Libye, Nawaz Sharif en Pakistan, oui. Nouairi au Soudan, ont tous utilisé à leur manière le califat pour légitimer leur projet. Mais il y a deux États, nations particulièrement contemporains, qui ont utilisé le califat de manière quasi idéale typique pour légitimer leur pouvoir. Il s'agit du Maroc et de l'Arabie Saoudite. Idée. La parole à ceux qui pensent le monde. Alors, quel sens donner, et je reviens à l'introduction de l'émission, à cette déclaration le 29 juin 2014 à la mosquée de Mossoul? Pourquoi Abou Bakr el-Baghdadi a proclamé le califat? En fait, la déclaration du califat en juin 2014 s'inscrit dans une trajectoire qui s'étale sur l'ensemble du XXe siècle. Après l'abolition du califat, un certain nombre de milieux musulmans sont angoissés par l'idée de perdre l'unité de l'Oumma, même si elle était que fictive, symbolique. Ils vont commencer à réfléchir sur la manière de réunifier cette Oumma, de revivifier le califat. Plusieurs projets circulent dans le monde musulman, mais le plus influent d'entre eux est celui des frères musulmans. Le fondateur de cette confrérie, Hassan el-Banna, va en quelque sorte élaborer un projet téléologique. Il va préconiser deux tactiques complémentaires et concomitantes. Tout d'abord, il faut islamiser la société par le bas et conquérir le pouvoir par le haut. Cela aboutit à la création d'un certain nombre d'États islamiques, c'est-à-dire des États qui respectent scrupuleusement la charia et mettent à leur tête une sorte de commandeur des croyants. Une fois cet État mis en place, il va se transformer très rapidement en modèle. C'est-à-dire que des États islamiques vont se multiplier dans le monde musulman jusqu'à le contrôler complètement. Une fois cette étape franchie, ces États islamiques vont s'engager dans un processus de coopération intense qui aboutirait inévitablement à l'abolition des frontières coloniales et la recréation du califat. Bien sûr, les frères musulmans vont devenir très populaires, mais ils ne pourront jamais réaliser ce projet téléologique de Hassan el-Banna. Ce qui va pousser un certain nombre d'entre eux, sous l'oppression du régime monarchique en Égypte, puis celui de Jamal Abdel Nasser, à se radicaliser. Et ce groupe va trouver en Sayyid Qutb son théoricien. Sayyid Qutb, qui est un lettré, un critique littéraire tourmenté, qui va rejoindre les frères musulmans très tardivement, va concevoir une sorte de feuille de route qui permettrait enfin aux frères musulmans de conquérir le pouvoir et de recréer le califat. Il va tout simplement dire que le monde dans lequel on vit est un monde d'impiété, de mécréance, et que la majorité de la population et des gouvernants ne sont plus de véritables monothéistes. Heureusement, il y a une toute petite minorité des élus choisis par Dieu pour rétablir le véritable monothéisme. La principale mission de cette génération coranique, comme les appelle Sayyid Qutb, est de se séparer physiquement et symboliquement de ce monde impie et d'accomplir une nouvelle hijra, un nouvel exode à l'image de Mohammed en 622,
pour créer une plateforme qu'il appelle Qaïda, d'où le nom de l'organisation. Une fois cette plateforme installée, ces combattants de la foi doivent aller à la conquête du monde pour recréer l'État islamique, appliquer la charia dans le cadre d'un djihad intégral. Et cette feuille de route de Sayyid Qutb qui va devenir le socle du djihadisme contemporain. Et ça a continué, la réflexion a continué avec aussi, vous dites en grande partie, un bricolage intellectuel. Tout à fait. Les intellectuels qu'on pourrait appeler désormais djihadistes ont continué à réfléchir sur les moyens de reconstituer l'État islamique. Vous écrivez, Nabil Mouline, à la faveur d'un bricolage intellectuel qui résulte du détournement de concepts, de symboles et d'images d'origine musulmane et européenne, les différents groupes islamistes proposent à leurs adhérents un nouveau départ, une nouvelle identité et un nouveau mode de vie. Ça, c'est très contemporain, c'est actuel. C'est très contemporain. L'idéologie djihadiste, en fait, a pour objectif, bien sûr, de reconstituer l'unité de la Oumma sous un seul Dieu, je le répète, une seule communauté, une seule loi et un seul chef. À partir des années 1980 et 1990, les discussions tournent autour de la stratégie la plus à même de reconstituer cette unité originelle. Et deux stratégies se succèdent. Il y a tout d'abord la stratégie d'Al-Qaïda, qu'on pourrait qualifier de stratégie globale, c'est-à-dire que la pensée et l'action des chefs de cette organisation terroriste s'articulaient autour du fait que la communauté était la cible d'attaques incessantes de la part des mécréants, qu'ils soient locaux ou étrangers. Les États-Unis, l'Occident et les régimes arabo-musulmans. Et ils considèrent que les régimes arabo-musulmans sont fragiles, voire faibles, et qu'ils ne doivent leur existence qu'au soutien étranger et notamment américain. C'est pour cela qu'ils ont décidé de mener un certain nombre d'attaques contre les puissances occidentales pour les obliger à se retirer de la région, ce qui aura pour conséquence la chute des régimes en place et le remplacement par des États islamiques qui vont réactiver le projet de Hassan el-Banna. C'est dans ce cadre que Al-Qaïda va mener un certain nombre d'attentats spectaculaires, dont le plus célèbre, bien sûr, sont les attentats du 11 septembre. Mais cette stratégie s'avère catastrophique. Elle aboutit à l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et celle de l'Irak en 2003. Et cet échec cuisant va pousser les djihadistes à repenser leur stratégie. Et c'est entre 2002 et 2004 qu'un djihadiste anonyme publie un certain nombre d'articles qui vont être rassemblés par la suite dans un ouvrage qui va s'appeler « De l'administration de la sauvagerie ». Et le titre en dit long. Et le sous-titre aussi. Il dit que c'est l'étape la plus décisive que franchira la communauté des croyants. Et en fait, dans cet ouvrage, Abou Bakr Naji, qui est selon toute vraisemblance un djihadiste d'origine égyptienne, va mettre en place le mode d'emploi du futur État islamique. Il va leur dire comment créer un État islamique. Il va élaborer un plan en 3 étapes. Premièrement, l'étape d'épuisement et de démotivation. C'est-à-dire mettre en place un certain nombre d'attentats et d'attaques de manière continuelle pour affaiblir et démotiver à la fois les régimes arabes ou arabo-musulmans et les régimes occidentaux. Deuxième étape, c'est l'étape de la gestion de la sauvagerie. Abou Bakr Naji était convaincu, ce qui paraît farfelu et voire prophétique en 2002, que les États-Unis allaient se retirer de la région et que plusieurs régimes arabes allaient tomber. C'est ce qui advient en 2011. Et il dit que lorsque ces conditions se réaliseront, les djihadistes doivent être le seul groupe politico-religieux capable de gérer cette période de transition. Et c'était le cas de l'organisation État islamique, la fameuse Daesh, qui était la seule capable de profiter en quelque sorte du retrait américain de l'Irak en 2011 et des soulèvements populaires qui ont eu lieu dans plusieurs zones du monde arabe la même année.
Ça, c'était la 3e étape. Et c'était la 2e étape. Oui, et justement, Abou Bakr Naji conseille au groupe qui réussit à bien gérer la sauvagerie, c'est-à-dire cette période transitionnelle, cette période de chaos, de devancer tous les autres et de proclamer un califat. Et c'est ce qu'a fait Abou Bakr al-Baghdadi en juin 2014, parce que s'autoproclamer calife en premier rend, selon la conception djihadiste, toutes les entités politiques et religieuses musulmanes illicites et caduques, car tout le monde doit prêter serment d'allégeance au premier calife, sinon tous ces actes terrestres et religieux sont illicites aux yeux de la loi musulmane, ce qui aboutit en quelque sorte à la damnation éternelle. Merci Nabil Mouline de nous avoir donné un véritable cours. D'ailleurs, une étudiante est devant vous et a pris des notes pendant toute l'émission. J'espère que tous nos auditeurs ont fait la même chose. Votre livre s'intitule « Le califat, histoire politique de l'islam ». C'est un livre précieux pour comprendre cette évolution de l'islam et surtout de l'islamisme. Ce livre est publié chez Flammarion dans la collection de poche Champ. Merci. Merci à vous. Je vous rappelle qu'à la page d'accueil de l'émission sur notre site RFI.fr, je vous propose un article qui parle du livre. Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI, bien sûr. Priorité santé. Claire Hédon.